Eh bien, salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. C'est la première fois que je vais prendre la parole face à une caméra. D'habitude sur ma chaîne vous aviez vu à mon avis des petits montages, genre des petites vidéos d'avion montées, des petits films que je devais faire. J'ai pris plaisir à les faire. Enfin bref, là n'est pas la question. Aujourd'hui, vu qu'on est tous confinés chez nous, je me suis dit, on s'embête un peu, hein, ça c'est clair, hein, on peut jouer à la console, on peut regarder Netflix, on peut faire du sport chez nous, on peut encore sortir faire du sport tout seul. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas changer un peu, pourquoi pas faire d'autres vidéos liées à l'aviation sur ma chaîne, histoire de passer un peu le temps surtout, et ça fera l'occasion de pouvoir partager avec vous ma passion, et ce qui est sûrement la vôtre si vous regardez cette vidéo, enfin j'espère. Aujourd'hui donc, alors avant de passer à la vidéo du jour, vous avez dû sûrement voir le titre, je vais un peu expliquer ce qu'il va y avoir durant ces semaines de confinement, et sûrement après, j'espère, enfin si je continue ou si je décide de continuer, vous voyez. Ce qui va se passer, on va avoir des vidéos comme celle-ci, où je vais être face caméra, peut-être que je changerai un peu de fond, je verrai, vous me direz dans les commentaires ce qui va ou ce qui va pas et ce que vous voulez voir. Il y aura donc ce type de vidéo, on va parler d'aviation. Je pourrais les faire en anglais si certains veulent les faire en anglais, ça vous me direz tout dans les commentaires, parce que moi voilà, on va dire que je m'en fiche que ce soit en anglais ou en français, ça me pose pas normalement de soucis, et vaut mieux, sinon bah j'ai plus qu'à changer de métier. Donc il y aura ce type de vidéo. Vous me direz si vous avez des sujets que vous voulez parler, on pourra parler par exemple de, je sais pas, de théorique. On pourra faire des vidéos sur les théoriques en particulier, sur la TPL théorique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on redoute tous, et que bon, on est tous passés par là quoi. Le PPL théorique, le brevet de base théorique, on va pas en parler parce que le brevet de base on en parlera après, mais c'est un peu mort. Le LAPL théorique, du coup, le BIA, ça peut être des sujets sur la météorologie, assez simple, parce que moi après je suis pas instructeur, on va dire que, donc du coup j'ai pas la science infuse, hein, comme tout le monde. J'ai eu mon ATPL théorique, mon PPL théorique, voilà, donc on pourra faire des sujets, donc on pourra faire des vidéos sur ces sujets-là, et on pourra aussi faire un peu peut-être, là je pense que je vais faire juste après un peu de gaming sur FSX, des petites approches IFR, des trucs comme ça pour se détendre un peu. Peut-être un peu d'hors sujet d'aviation, on verra. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, puisque le but là c'est qu'on puisse parler de tout ça, que je puisse vous partager un peu ce que j'ai vécu, ce genre de choses. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer à la vidéo, c'est parti. Aujourd'hui la vidéo, donc ça va être sur comment devenir pilote de ligne. Voilà, pilote de ligne, c'est quelque chose qui... c'est un métier qui peut paraître inaccessible. C'est un métier qui est... Ouais, bon. Pilote de ligne. Je vais y arriver. Super. Donc aujourd'hui, vidéo qui s'intitule Comment devenir pilote de ligne. Il y a plein de voies, donc il y a plein de choses différentes, et c'est pour ça que j'ai essayé d'en faire une vidéo, parce que c'est pas forcément toujours simple de savoir par où passer pour devenir pilote de ligne. Et il y a plein d'autres voies. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le programme. En grand temps, on va faire les définitions, puisqu'il y a pas mal, il y a quelques mots, surtout en ce qui concerne les licences, les théoriques, les choses comme ça, qui sont à savoir, pour pouvoir comprendre ensuite comment s'articule la vidéo. Ensuite, en grand 2, on va faire tout ce qui est accès au métier, donc toutes les différentes voies. Pour pouvoir y accéder. On va parler de mon ressenti, et du coup après je vous donnerai quelques petits conseils pour pouvoir suivre mieux la formation. Moi après, on va dire que moi ce sera que des conseils que je peux vous donner, des petits conseils, pas appliqués au pied de la lettre, hein. Je vous rappelle que je suis pas instructeur, je suis pas ce genre, je sais pas tout. Donc moi ce que je peux vous dire c'est juste vous aider. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par le grand 1 qui s'intitule donc les définitions. Donc on va commencer par le BIA. Le BIA c'est le brevet d'initiation aéronautique qui vous permet à partir de 13 ans de pouvoir toucher un peu le monde de l'aéronautique. Donc ça va souvent se caler avec votre collège, votre lycée. Vous avez un intervenant souvent d'un aéroclub qui va venir faire des cours, 1h30 par semaine environ, sur une année scolaire, ou un peu moins. Et à la fin vous avez donc un examen d'état qui est à passer, où il faut obtenir 50% de bonnes réponses, donc c'est un 10 sur 20 minimum. Vous avez un petit brevet, et vous avez même un vol. Donc vous avez un vol du coup avec l'aéroclub en question. Donc ça permet d'avoir une approche sur la théorie de l'avion, et c'est vraiment un bon plus quand vous voulez continuer après, parce qu'avec le BIA, vous avez déjà vraiment acquis des connaissances jeunes, puisqu'il est accessible à partir de 13 ans,
Et donc du coup l'avantage c'est que ça va vous servir pour la suite de votre formation. Ensuite, quand vous allez donc vous avez votre BIA, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez vous arrêter là, c'est-à-dire que c'était juste une découverte, ou alors vous êtes ici, c'est que vous voulez aller plus loin. Donc vous poursuivez donc en aéroclub. En aéroclub, à l'époque où j'ai fait, il y avait le brevet de base. Donc le brevet de base qui permettait de piloter seul dans un rayon de 30 km autour de l'aéroport sans passagers, avec possibilité de qualif additionnelle. On avait la qualif d'aéroport, on avait la qualif en porte-pax. Donc maintenant elle a disparu, parce qu'en fait ça faut savoir que c'était pas une liste, c'était pas reconnu par le HASA, donc qui est l'organisme qui régit un peu tout ce qui est les licences au niveau Europe. Et au niveau Europe, le brevet de base n'est pas reconnu. Le brevet de base est quelque chose de très très français. Et longtemps, la DGAC s'est battue auprès de l'EASA pour pouvoir garder ce brevet de base en activité, qui était quand même pas mal pour quelqu'un qui a 15 ans, parce que c'était accessible, il me semble, 16 ans, c'était accessible 16 ans ou 15 ans, j'ai oublié. Donc c'était plutôt pas mal. Après, au niveau de l'EASA, on a quelque chose qui n'est pas une licence, ça s'appelle l'ABL. L'ABL, ABL, tout simple. Et en fait, cet ABL, c'est délivré par un instructeur sur votre carnet de vol, donc ce n'est pas vraiment une licence. C'est une espèce de qualif, je pense. Et donc du coup qui vous permet d'avoir les mêmes privilèges que le brevet de base, c'est-à-dire voler 30 km machin, je sais pas s'il n'y a pas plus de restrictions. Maintenant ce qu'il y a c'est que vous avez par la suite par exemple le LAPL qui est Light Aircraft Pilot License, donc comme son nom l'indique, c'est une licence de pilote sur des avions légers, même pas ULM, attention, des avions légers, donc c'est-à-dire des DR400 par exemple, c'est tout ce qui est inférieur à 2 tonnes. Donc dans ce cas-là, vous avez en fait les mêmes privilèges que le PPL, on en parlera après. Mais par contre, vous ne pouvez pas poursuivre sur le Pro avec un LAPL. C'est pour ça que ce qui est vraiment nécessaire quand vous voulez faire une formation en aéroclub et que vous avez les moyens de faire des heures de vol, quelques-unes par-ci par-là, après je parlerai de mon ressenti, mon expérience moi personnelle. Donc du coup, le PPL est reconnu pour pouvoir, au niveau de l'EASA, voilà, c'est une licence qui permet par la suite d'aller vers une formation professionnelle. Donc PPL pour Private Pilot License, licence de pilote privé. Les privilèges, c'est un peu comme le LAPL, sauf que le LAPL est restreint au niveau de l'Europe. Mais donc avec le PPL, théoriquement, vous pouvez aller dans le monde entier, sous réserve d'avoir le FCL 055. Vous pouvez aller dans... C'est reconnu. Donc après en général, vous faites pas ça comme ça, mais c'est reconnu de partout, le PPL. Vous avez le droit d'emporter des passagers. Mais par contre, vous n'avez pas le droit d'être rémunéré. Voilà, licence de pilote privé. Ce n'est pas licence de pilote de jet privé comme certains nous font souvent dire. Non, c'est pilote privé, c'est-à-dire c'est pilote de loisirs, pilote avec votre famille, vos amis, voilà, vous faites des petites naves sympas. Souvent les PPL restent en France, ça va aller de la petite nave d'1 heure, 1 heure et demie. La plupart des gens qui ont un PPL et qui ne font pas carrière dans l'aviation, c'est vraiment pour le plaisir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être pilote de ligne. Donc vous avez votre petit PPL. Ça, c'est pour cette définition. Vous avez le CPL après, par la suite. Pour Commercial Pilot License, licence de pilote commercial qui vous permet d'être payé. Voilà, vous pouvez faire du largage para, vous pouvez faire, du travail aérien, de l'épandage, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pour quand vous avez un CPL, mais vous n'êtes pas encore pilote de ligne. Donc, vous ne pouvez pas transporter des avions, vous ne pouvez pas transporter des passagers dans un avion multimoteur avec machin, avec un copilote, avec un CPL. Par la suite, on va continuer une définition. Vous avez la MEP, la MEP, Multi-Engine Propeller. C'est pour, comme son nom l'indique, qualification multimoteur. La multimoteur, MEP parce que vous la faites sur les avions à piston, mais grosso modo c'est la même chose sur un avion à réaction. Grosso modo, parce que surtout ce qui est important dans la MEP, c'est pouvoir cerner, c'est en cas de panne de moteur. Ce qui différencie une SEP et le MEP, le monomoteur du multimoteur, c'est vraiment en cas de panne de moteur, puisque en cas de panne de moteur sur un avion à piston, on plane et on fait nos petits exercices là de panne de moteur en campagne, son petit encadrement, son 2 AP par le travers, tac, on se pose dans un champ. Par contre, sur un avion multimoteur, vous n'avez pas cette notion-là. C'est-à-dire que vous avez une panne moteur et vous en reste l'autre. Par contre, vous avez de la dissymétrie. Suivant que le moteur soit à gauche ou droite, vous avez l'avion qui va partir un peu. Donc il faudra le compenser soit avec le pied ou avec le compensateur à l'arrière. J'ai mangé le mot. Voilà. Ok pour la MEP, qui est nécessaire du coup pour être pilote de ligne, parce que en principe, à part si vous voulez sur PC12,
PC12 ou TBM, il vous faut une MEP. Quand vous faites du 320, il vous faut une MEP. Ensuite, vous avez l'IRME et l'IRSE. Bon, l'IR, Instrument Rating, IRME, Instrument Rating Multi-Engine, IRSE, Instrument Rating Single Engine. Voilà. Instrument Rating Multi-Engine, donc pour vol aux instruments multimoteur. C'est une qualif qui est nécessaire pour être pilote de ligne, la LIR, puisque... Donc c'est une qualif qui est nécessaire pour être pilote de ligne, puisque... donc du coup, vous volez tout le temps aux instruments. On est d'accord là-dessus. On fait toujours du vol aux instruments quand on est pilote de ligne. On fait rarement du VFR, surtout quand vous êtes en compagnie. Par exemple chez Air France, EasyJet, vous n'êtes jamais en VFR. Après, je pense que si vous êtes là, vous savez la différence entre VFR et IFR. Si vous ne le savez pas, VFR c'est vol à vue, c'est-à-dire que vous volez selon des références visuelles que vous devez acquérir. Que vous devez avoir pour avoir le vol VFR. C'est donc mes règles de vol que j'ai l'habitude d'avoir. Que vous ayez une certaine visibilité de certains espacements par rapport au nuage. Si vous voulez, on fera une vidéo vraiment là-dessus, axée sur tout ce qui est conditions VMC, IMC et compagnie. Je pense que d'ailleurs ce sera peut-être la prochaine que je ferai pour les différents types de régime de vol. Donc nécessaire pour être pilote de ligne. Donc ça fait partie des qualifs nécessaires. Et ensuite, vous avez les qualifs qui ont été récemment, on va dire, ajoutés. La dernière en date, c'est ce qu'on appelle la Advanced UPRT pour Upset Recovery Training, un truc comme ça. Et en fait, c'est une qualif qui est, donc vous voyez quand vous êtes en aéroclub, vous faites des exercices de décrochage. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc des situations upset, des situations inusuelles. Donc il ne faut rarement rester, vous voyez, c'est pas des situations d'avenir, ce genre de choses. Et l'Advanced UPRT, c'est vraiment une formation qui est beaucoup plus approfondie que l'UPRT qu'on fait en stage Commercial Pilot License, en stage CPL en école. Et je crois que ça a été mis en vigueur fin décembre 2019. Et il faut l'avoir, donc du coup, fait avant son CPL, ou il me semble qu'il faut l'avoir fait avant d'entamer sa première qualification de type. Pour ceux qui savent ce que c'est. On en reparlera plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Donc, Advanced UPRT, voilà. Donc ça, c'est une formation qui est obligatoire maintenant. Donc en général, quand vous êtes jeune pilote, vous avez besoin de cette qualification. Si vous n'êtes pas jeune pilote et que vous avez déjà fait des QT, déjà vous ne seriez pas ici à regarder cette vidéo. Mais vous n'auriez pas besoin puisque vous auriez déjà passé une QT sur un avion complexe. Vous avez aussi la MCC JOC. JOC, c'est pas la blague. Donc MCC, Multi-Crew Cooperation, JOC, J-O-C, pour Jets Orientation Course. En gros, c'est de la qualif multi-équipage et de la transition sur jet. En gros, c'est pour vous apprendre un peu les rudiments du pilotage d'un avion à réaction. Puisque jusqu'à présent, souvent vous avez fait du DR400, du DR42, et pour les plus chanceux, vous avez fait du Baron. Et là, vous avez vraiment de la chance. Donc, ça c'est pour vous apprendre comment travailler en multi-équipage, puisque du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez l'habitude, donc pendant votre formation, de piloter seul aux commandes. Vous avez votre instructeur à votre droite, mais lui, il va vous apprendre à prendre les décisions tout seul, à travailler tout seul. Quand vous faites votre IR, vous travaillez tout seul, vous faites tout seul. Vos checklists, machin, c'est tout seul. La MCC, elle vous permet d'avoir une formation, souvent qui se fait sur Simu 2737 ou Simu d'A320, ou alors sur FNPT, je sais plus quoi, je sais plus la ref, mais c'est pas grave, mais qui se fait sur Simu, voilà, déjà. Et elle vous permet du coup, je crois qu'il me semble que c'est un stage de 2 semaines où vous faites des entraînements de procédures usuelles ou inusuelles, normales ou d'urgence, pour vous aider à répartir les tâches, à travailler en équipage, à vous écouter les uns les autres. Et ça c'est hyper important dans un cockpit, surtout dans une compagnie aérienne, puisque vous êtes amené à travailler ensemble. Voilà, vous êtes dans un espace confiné pour des durées qui souvent sont assez longues. Le but est vraiment d'avoir une harmonie au sein du cockpit, qui est une écoute, qui est une gestion des ressources humaines, et ça c'est hyper important en aviation. Donc voilà, cette formation est là pour vous aider. Et pour la Jet Orientation Course, là pour vous apprendre les rudiments du jet, du réacteur. Ce qui souvent, par exemple, un avion à piston, vous mettez les gaz, il va répondre. Un jet, vous mettez toga, lui il va pas tout de suite mettre toga, il faut bien qu'il monte tranquille, c'est un réacteur. Et souvent ça prend entre peut-être 7 à 10 secondes pour que vous ayez la poussée toga qui soit là quoi. Et c'est pour ça qu'en fait ça apprend une autre technique de pilotage, puisqu'il faut anticiper ce qui va se passer. Contrairement à un avion en piston où là, paf, on met gaz à fond, DR400 c'est une petite poussette, là on met poussée, brouche, il prend ses tours tranquilles. Et c'est pas pareil sur un avion en réaction, surtout parce qu'il est plus lourd.
généralement qu'un avion à piston. Donc voilà, une fois que vous avez fini votre CPL, MEP, IRME, MCC, JOC, vous êtes ce qu'on appelle Frozen ATPL, ou ATPL glacé, plus stylé en anglais quand même. Donc là, c'est-à-dire que vous êtes pilote commercial, aux yeux de l'État, aux yeux de la DGAC plutôt, vous êtes Frozen ATPL. C'est à ce moment-là que vous trouvez votre premier emploi dans une compagnie, et c'est le plus dur, puisque souvent les compagnies demandent l'ATPL, la Airline Transport Pilot License. Et ça, pour l'avoir, il faut avoir fait 1500 heures, dont 500 heures sur jet, donc 500 heures sur une compagnie, quoi, parce qu'en général, vous ne payez pas des heures de jet comme ça. Et donc après, à cet issue-là, quand vous faites, je crois que ça doit être l'équivalent de 3 ans dans une compagnie, qui a peut-être des bêtises, vous m'arrêtez là. Donc là, vous passez un examen sur simulateur, il me semble, pour avoir votre ATPL. Donc sur votre licence, ce sera plus écrit CPL, qualifié, machin, ce sera écrit ATPL, ou plutôt ATPL. Ce qu'on peut dire aussi également, c'est que pour une formation donnée, par exemple un PPL, un brevet de base, un ATPL, vous avez besoin d'une partie théorique. Tout le temps. Vous avez toujours l'examen théorique, aïe, et l'examen pratique en vol. C'est toujours comme ça. Donc, PPL, vous avez le PPL théorique qui se passe, dans notre DGAC, machin. Il faut avoir 75% de bonnes réponses au QCM. Donc là, à ce moment-là, vous avez accès à l'examen pratique, une fois que vous avez fait toutes les heures et tous les prérequis. Et pour ce qu'il y est de l'ATPL, ou plutôt CPL, IRM, MCC, vous avez besoin de l'ATPL théorique. Et là, j'en vois déjà d'ici, à travers le petit objectif, qu'on peur. Et c'est normal, moi aussi j'ai eu peur. L'ATPL théorique, c'est vraiment quelque chose. Donc on pourrait faire une vidéo dédiée dessus, parce que celle-là va durer très longtemps. Voilà, c'est vraiment la partie qui fait le plus peur à tous les pilotes aspirant à devenir pilote de ligne, puisque c'est une montagne, c'est 14 certificats à prendre, enfin 14 certificats à passer de pilote de ligne, 14 matières en gros, donc 14 livres. Vous avez 14 livres, ou 13, voilà, on s'en fout, mais vous avez beaucoup de livres à apprendre. Et je vous avoue qu'il faut s'accrocher, hein. Après, je vous ferai mon ressenti, enfin, je vous parlerai de mon expérience à moi. Mais on va passer au rando tout de suite, les différents chemin d'accès pour être pilote de ligne. Filière possible, gratuite, vous en avez une gratuite, et on va parler des civils et pas des militaires. Vous avez celle qui est de l'ENAC. L'ENAC, École nationale de l'aviation civile, qui est basée à Toulouse, qui a des bases un peu partout, à Saint-Yan, je sais plus où, j'ai oublié, je connais que Saint-Yan. Donc, vous avez plusieurs filières pour accéder à l'ENAC. Vous avez la plus connue, le PLS, pour scientifique, qui est accessible donc avec baccalauréat scientifique, plus niveau maths sup. Le concours est un niveau maths sup. Mais c'est tellement dur que souvent ils font maths sup, maths spé. C'est chaud. Donc déjà, ceux qui le font et qui veulent le tenter, bon courage à vous, parce que déjà je vous admire, puisque moi je l'aurais pas fait. Et donc cette EPLS, c'est un concours avec une phase d'écrit et une phase d'oral. Les oraux, c'est pas vraiment parler à des gens, hein. Enfin, il y a les entretiens, mais il y a surtout des psychotechniques. Et là, s'il y en a qui ont tenté les cadets d'Air France de cette année, les psychotechniques, ouf, ouais, ça demande de la préparation, hein, ça c'est clair. Donc vous avez cette filière EPLS qui est une filière AB initio. Donc dans l'aviation, AB initio, ça veut dire qui ne part de rien. AB initio, ça veut dire sans aucune connaissance tout court. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez bac S, vous avez fait maths sup, maths spé, vous adorez l'aviation, mais vous n'avez jamais rien eu en aviation. Aucun diplôme, rien. Donc vous êtes AB initio. Et dans ce cas-là, vous partez de zéro. Et c'est pas un problème, parce que quand vous rentrez à l'ENAC, que vous soyez AB initio ou pas, on s'en fout. Vous avez une école de qualité. L'ENAC, c'est le rêve de tout pilote. Moi, j'aurais rêvé d'aller à l'ENAC. Bon, pas réussi à l'intégrer. Surtout, j'ai pas pu, j'avais pas les prérequis, j'ai pas fait prépa. C'est pas grave. Vous avez donc une autre filière qui s'appelle le PLU, universitaire, qui est accessible avec un bac+2 et la TPL théorique. Et je peux vous dire que déjà la TPL théorique, c'est chiant à voir. Bon, le bac+2, bon voilà, souvent il y a des personnes, et ça peut concerner certains d'entre vous qui sont en reconversion pro, ou alors qui carrément qui sont en reconversion tout court, c'est-à-dire qu'ils ont fait genre 2 ans d'études scientifiques, et qui se sont dit tiens, je vais passer mon ATPL, ils passent leur ATPL, tac, bingo, vous avez le concours EPLU, vous pouvez y aller. Ensuite, vous en avez une qui est l'EPLP, EPL pratique. EPL, ça veut dire élève pilote de ligne, je ne l'ai pas précisé.
donc qui est accessible avec un CPL, Commercial Pilot License, qu'on a vu avant, et un ATPL théorique. Ce qui est déjà une grosse partie de la formation, on va pas se mentir. Et la dernière, qui est accessible au niveau bac, attention, qui est donc un concours au niveau bac, mais uniquement pour les élèves boursiers. Si vous n'êtes pas boursier, vous pouvez pas. Par contre, si vous êtes boursier, s'il y en a qui sont boursiers et qui sont passionnés d'aviation, qui n'ont pas pu faire des heures de vol avant et qui veulent être pilote de ligne, n'hésitez pas, c'est vraiment un super concours parce que ça permet d'accéder au métier de pilote de ligne. Donc c'est un concours. Vous accédez à 1 an de préparation à la TPL. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe puisque vous faites 1 an de plus que les autres. Et donc du coup, à l'issue de ces 1 an, vous attaquez la formation classique à l'ENAC. Donc ça, c'est pour tout ça, tout ce que j'ai englobé, c'était pour l'ENAC. Et en plus, tout ce que je dis en ce moment, c'est pour la filière ATPL classique, Airline Transport Pilot License. Parce qu'il existe une autre voie d'accès, la MPL, qui est ce qu'elle est, et on en parlera un tout petit peu. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet après, parce que c'est un sujet que je maîtrise pas, la MPL. J'ai failli la faire, et voilà, bref. Vous avez donc ensuite, donc c'est Enax pour la formation gratuite. Ensuite, autre formation gratuite, vous avez Air France, les cadets d'Air France. Je vais en parler très vite fait, puisque au vu des circonstances actuelles, au vu de ce qui se passe au niveau de l'économie, de l'aviation, ils vont normalement peut-être pas être reconduits l'année prochaine. Enfin, j'en sais rien, mais c'est ce qui courait un peu sur Twitter. Voilà, on va dire qu'en ce moment, l'aviation, avec le corona, ça fait vraiment mal. Donc les cadets d'Air France, ça vous permet à des AB initiaux, donc à des gens qui connaissent rien, ou à des gens qui sont titulaires de la licence théorique de pilote de ligne ATPL, plus un TOEIC 850 points minimum, plus un bac scientifique, ou à des gens qui n'ont aucune connaissance, c'est ce que je disais avant, mais j'avais pas précisé qu'il fallait 2 ans de prépa, ou alors un bac plus 2, ou l'équivalent diplôme d'ingénieur ou d'un master, je sais plus. Et donc du coup pareil, concours, avec 3 phases, Psy 0, donc des psychotechniques chez soi, Psy 1, psychotechnique à l'ENAC, Psy 2, à la Cité PN, normalement, à Charles de Gaulle. Et voilà. Et ensuite, bah voilà, la compagnie vous envoie dans une école avec une date où vous passez, donc pour ceux qui ont déjà la TPL théorique, je sais pas comment ça se passe, mais pour ceux qui n'ont rien, voilà, ils entrent dans une école en stage. Souvent, c'est, il y a L3 Harris, il y a Stunfly, je sais pas si FTE, il y a les PAG NG à Lille. Donc toutes ces écoles, donc ils les dispatchent en fonction de leur promo, leur mois et compagnie. Une fois, dès qu'ils ont fini, ils vont soit chez AF, soit chez Transavia. Donc soit 737, soit 320. Donc c'est un peu ça au final. Donc du coup, ça c'est pour les cadets Air France. Sinon, qu'est-ce qu'il existe comme autre solution? Il existe également les écoles. Intégrer les ATO. Et là, j'en vois direct certains ici qui commencent à sortir de leur chaise. C'est cher, une intégrée. Une intégrée, donc pour les élèves AB initiaux, c'est une formation en 18 mois dans un organisme, dans une école, comme l'EPAC, comme ce que j'ai cité, comme Astonfly, comme Canaviation, il y en a plein. Comme Aerofutur, comme Airbus, Flight Academy, il y en a plein. Donc du coup, mais ça coûte cher. Ça coûte environ 100 000 €. Alors avant c'était moins cher, mais depuis quelques années ça commence à monter puisque la demande est forte, était forte jusqu'à présent. Donc du coup ils ont augmenté les tarots quoi. C'est normal, c'est des boîtes. Bon. C'est pas le... Là n'est pas le problème. Ça changera rien de se dire qu'avant c'était moins cher. Ça coûte environ 100 000 € aujourd'hui. Comptez 100 000 € pour une formation intégrée qui vous donnera un ATPL théorique, CPL, IRME, MCC. Pour la plupart. Toutes les écoles intégrées font ça. Et donc à l'issue, vous êtes lâché dans la nature. Pour certaines, vous avez donc des accompagnements jusqu'à l'embauche avec des entretiens en compagnie. Et une fois que vous êtes sorti d'intégré, vous trouvez du boulot. C'est une très bonne voie pour des gens qui ont un PPL avec très peu d'heures ou qui ont fait brevet de base avec très peu d'heures et qui ont pu avoir le prêt, puisqu'il faut les mettre les 100 000. Qui ont pu avoir le prêt étudiant ou qui peuvent mettre 100 000 € comme ça existe. Il y a bien des gens qui ont des moyens et tant mieux pour eux. Si ça les aide à accomplir leurs rêves, c'est très bien. Voilà. Si vous avez la possibilité de faire une intégrée, ça reste quand même une très bonne solution puisque vous êtes vraiment dedans. Vous allez en cours tous les jours et surtout pendant la TPL. Franchement, surtout pendant la TPL, le faire avec des profs, croyez-moi, c'est un plus. Bref, on a fait l'intégré, on a fait les NAC, et là, on va faire le modulaire. Alors le modulaire, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est-à-dire que vous faites module par module. En gros, vous commencez, vous faites votre petit PPL dans un aéroclub. Ensuite, vous faites
voilà, vous travaillez à côté, puisqu'il faut vous payer quand même. En principe, quand on fait une modulaire, c'est qu'on n'a pas les moyens de se payer une MPL. En principe, quand on fait le modulaire, c'est qu'on n'a pas les moyens de se payer une intégrée. Ou alors qu'on a déjà un stade avancé de la formation et que ça fait chier pour commencer. Voilà. Et honnêtement, ça arrive à plus d'une personne. Et donc voilà. Modulaire, vous passez module par module, ça vous permet d'étaler votre formation comme vous le voulez. Comme vous voulez, vous pouvez faire ça sur 4 ans. 4 ans, ça commence à faire, sur 3-4 ans, vous voyez. Vous pouvez le faire sur 2 ans, comme ça vous chante, mais en fait, vous avez un métier à côté, vous avez une vie de famille, ou alors vous n'avez pas trop les moyens et vous êtes à un stade avancé, vous pouvez étaler comme vous voulez votre formation. Et ça, c'est très très bien, puisqu'elle vous revient au final bien moins cher qu'une intégrée, on va pas se mentir. Il n'y a pas de secret, l'intégrée c'est cool parce que c'est condensé, vous avez tout en un, c'est le pack, mais le pack il est cher. Donc, la modulaire, pourquoi pas, suivant donc votre stade. Et après, donc, vous pourrez vous caler par rapport à ce que je vais vous expliquer. Et la MPL, on en finit par la MPL, Multi-Pilot License, qui, comme son nom l'indique, est une licence multipilote. Donc en gros, vous passez la TPL théorique, mais vous passez pas tout ce qui est PPL, CPL, RME, MCC, JOC. Je crois que c'est tout condensé, une espèce de formation un peu bizarre, et à la fin vous sortez avec une MPL. Mais c'est vrai que c'est cool, parce que vous êtes vraiment axé sur... par exemple les MPL EasyJet que vous avez CTC, ou L3, ou ils changent de nom tout le temps quoi. C'était sur par exemple EasyJet, vous aviez la MPL EasyJet, et donc vous aviez beaucoup de Simu 320 en fait, vous aviez beaucoup plus de Simu 320 que la plupart. Et ce qui était cool, c'était que moi quand vous sortiez, et ben au final, vous étiez direct chez EasyJet, mais attention, une MPL est liée à une compagnie. Donc si la compagnie fait faillite, comme ça se passe pas mal autrement, et pour les plus connaisseurs vous voyez de laquelle je parle, les MPL je sais pas trop comment ça va se passer, mais en général ils sont pas trop repris dans les autres compagnies, puisque c'est vraiment une MPL, c'est lié avec la compagnie. Après j'ai peut-être faux, j'ai pas la science infuse, la MPL n'est pas un sujet que je maîtrise, puisque j'étudie pas trop, puisque je m'en fiche un peu de la MPL, vu que c'est pas mon cas. Donc voilà, on va clore ce grand 2, qui était très long. On va pas se mentir que là, de grand 1, grand 2, il était badass. On va passer au grand 3, mon parcours personnel. On va le faire bref, puisque ça fait déjà 30 minutes que je tourne. La vidéo va déjà durer une bonne grande partie. Et je sais que c'est long quand on est derrière un écran. Mon parcours. Moi, il faut savoir que voilà, j'ai 20 ans. Je suis passionné d'aviation depuis que j'ai 8 ans. Même encore avant. En fait, je dis 8 ans parce que... je sais pas, mes parents me disent 8 ans. Et donc du coup j'ai toujours voulu faire pilote de ligne depuis mon plus jeune âge. Donc ça, vous avez tous les rêves de gosse, souvent quand on est gamin, on veut être pilote de ligne, on veut être pompier, on veut tout ce que vous voulez. Et donc, voilà, j'ai mon objectif en tête, tranquille, machin. Et puis 10 ans, FSX est sorti. Le FSX est sorti, on l'a tous acheté, mais j'ai commencé par FS 2004 parce que j'avais pas la configuration sur mon PC à l'époque. Et du coup j'ai commencé le simulateur. C'était très très folklorique puisque j'étais pas bon du tout. Normal à 8 ans, poser un avion c'est un peu chaud. Mais bref, au fur et à mesure du temps, voilà, j'étais sur mon petit simu, machin, j'allais au collège, je faisais mes approches ILS quand j'avais 12 ans. Je tentais de faire les approches ILS quand j'avais 12 ans. Et pour moi, il n'y avait que les approches ILS qui existaient. Ensuite, quand j'étais en 3ème, mon collège, et j'avais la chance d'être à un collège qui proposait le BIA. Et le BIA, donc brevet d'initiation aéronautique, comme je vous le disais, je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait sur un an pendant mon année de 3ème, tranquille. Je suis passé, j'ai eu mon BIA. Et moi, voilà, je voulais être pilote de ligne. J'ai parlé avec la personne qui était en charge du BIA et qui m'a proposé d'aller à l'aéroclub de Bourg. Donc là, attention. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont financé une partie de mon brevet de base. Qui m'ont financé mon brevet de base. C'était génial. J'avais l'équivalent de 200 € par mois, donc ça faisait 1h30 de vol par mois. Et je m'estimais extrêmement chanceux de pouvoir voler à mon âge. Donc c'était en 3ème, j'ai commencé à voler en juillet 2014. Donc après bon voilà, j'ai poursuivi que sur le lycée. Je faisais ma formation brevet de base, j'ai obtenu mon brevet de base quand j'étais en début de terminale. Voilà, parce que j'avançais pas très vite, étant donné que voilà, une formation pour que ça aille vite, faut payer. Et puis voilà, on fait avec ce qu'on a, je suis déjà heureux de pouvoir voler. Enfin j'étais déjà heureux de pouvoir voler. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça, brevet de base. Je suis parti à Londres puisque j'étais pas bon en anglais. Et ouais, pour être pilote de ligne, faut être bon en anglais. Donc du coup, je suis parti à l'étranger pendant 6 mois.
pour pouvoir parfaire mon anglais. J'avais des cours d'anglais tous les jours. J'ai même fait des classes, donc il y avait des cours de préparation aux examens, puisque je voulais rentrer chez CTC à l'époque, en intégré. Et donc du coup, j'ai fait l'IELTS, il me fallait un IELTS. Donc pendant 6 mois, voilà, j'ai étudié l'IELTS, les machins, j'ai refait toutes les bases de l'anglais. J'ai vraiment galéré, puisque j'étais pas bon en anglais, et j'ai vraiment bataillé. Mais bon, il fallait ça pour être pilote de ligne, donc j'ai tout donné. Je suis rentré, je suis allé voir ma banque avec mon IELTS, que j'avais obtenu 2 crans au-dessus du minimum requis pour CTC. Et puis on m'a dit non, 120 000 non. Donc du coup voilà, c'est vrai que c'est toujours une déception de se dire qu'on ne peut pas avoir le prêt pour pouvoir faire ce qu'on aime. Mais il faut pas perdre espoir, puisque voilà, il y a plein d'autres solutions pour y arriver. Donc j'en ai choisi une, c'est la modulaire. Il fallait que j'entre, donc là je suis rentré en février, j'ai eu la réponse du prêt en mars, mi-mars. Et là, là c'était, il fallait que j'attaque en septembre mon ATPL théorique. Et pour attaquer la TPL théorique, quand on est modulaire, il vous faut un PPL. J'étais brevet de base, avec 35 heures de vol. Et là, il fallait que je fasse au moins 20 heures, 20-25 heures pour pouvoir pour pouvoir passer PPL. 20-25 heures comme ça, donc c'était pas mes parents qui allaient financer. Donc j'ai trouvé un job chez Decathlon. J'ai eu la chance de pouvoir bosser chez Decathlon et du coup de me payer mes heures de vol. J'étais 35 heures caissier, en caisse, à taffer, hop. Pas grave, j'ai eu mon PPL. J'ai eu mon PPL en août, j'ai pu attaquer en septembre mon ATPL théorique chez Mermoz, qui m'a duré 1 an. Donc là, pendant ces 1 an, je passais mes journées entières calées à l'aéroclub, à bosser avec un ami à moi qui a fait le même parcours. Pendant l'été, tout seul chez moi, parce qu'on n'avait plus l'aéroclub, vu que pendant l'été, il y a beaucoup de monde qui vole. Tout seul chez moi, dans ma chambre, à taffer de 8 à 18 heures jusqu'au soir. C'est... on va dire, sans mentir, c'est une épreuve que j'ai trouvé très dure dans la vie. J'ai pas vécu beaucoup de choses, en aviation du moins, et même en général. Mais la TPL théorique à distance a vraiment été une grosse épreuve pour moi. Et ça a été un combat, surtout à la fin, puisque vous avez des doutes. Vous êtes tout seul chez vous, vous galérez, il y a des sujets des fois parce que ça arrive que vous ne maîtrisez pas. Donc vous pouvez perdre la motivation un petit peu. Pas la motivation, mais perdre confiance en vous. Perdre un peu le fil, puisque voilà, c'est un marathon, hein. La TPL théorique, c'est énormément de pages à ingurgiter. Souvent, voilà, les gens nous disaient faut rusher les QCM, mais moi je voulais faire les cours. Quand vous lisez 100%, on a lu, la personne qui l'a fait avec moi se reconnaîtra, on a lu tous les livres quand même de la TPL. Et c'est très long, hein. Mais voilà, c'est super long. Et je vais pas vous mentir que certaines parties sont intéressantes, certaines non. Et voilà, on sait qu'il faut passer par là pour pouvoir accéder à la pratique et accéder à notre rêve. C'est un sacrifice, mais il en vaut vraiment la peine, parce que je vous avoue, quand vous avez la dame de la DGAC, là, d'Orly, là, qui vous annonce que vous avez tout fini, il y a un sentiment de soulagement dont vous ne réalisez pas tout de suite, mais qui est génial. Et par la suite, voilà TPL, il fallait que je passe les cahiers d'Air France. Pour les cahiers d'Air France, il me fallait un TOEIC, j'avais un IELTS, ça marche pas, donc allez hop, préparation TOEIC. En attendant, il me fallait un boulot pour payer mes heures de vol, parce que je comptais continuer à monter mes heures de vol au cas où ça ne marche pas. Et si vous regardez cette vidéo aussi, c'est que ça n'a pas marché. Donc j'ai trouvé un nouveau job chez Decat, aussi en caisse. Donc j'ai continué là-bas. Et je suis toujours en CDI chez eux. Donc pour pouvoir payer mes heures de vol, j'ai pas réussi les sélections d'Air France. Voilà. On va pas se mentir, j'étais sûrement pas assez préparé, je n'étais pas assez préparé, et les gens qui passaient étaient préparés. Voilà, on va pas se mentir, c'est raté, c'est pas grave, les résultats je les ai pas regardés parce que au final ça change rien. Donc, maintenant le stade où j'en suis, c'est que je suis allé voir la banque pour faire un prêt beaucoup plus petit, moitié moins qu'une intégrée, pour pouvoir poursuivre ma formation, c'est-à-dire mes heures manquantes, puisque là j'en ai actuellement 115, il m'en faut 170, pour pouvoir accéder à la formation CPL. En ce moment je peux pas voler, et ouais, il fait super beau et je peux pas voler. Mais c'est pas grave parce que j'aurai l'été, et vu que j'ai eu mon prêt, je peux voler un peu comme ça me chante et profiter vraiment de mon mûrissement, de mon mûrissement quoi, pour monter mes heures. Et donc là actuellement, je monte mes heures quand je peux voler, et par la suite je vais aller en école. Pour l'instant je vais pas donner le nom de l'école puisque je suis pas sûr, et je ne souhaiterais pas la citer non plus, pour pouvoir finir ma formation, et d'ici peut-être, si j'attaque, je crois que c'est 6 mois, hein, quand 6 mois CPL IRM MCC, donc d'ici peut-être janvier, je devrais avoir fini, il faudra plus qu'à trouver un job. Voilà pour mon expérience perso.
Chacun aura son parcours. Et c'est là que c'est cool vraiment de pouvoir partager son expérience avec vous, avec d'autres pilotes. Puisque vraiment, c'est un truc de fou comme à quel point on a tous une histoire différente et on a tous un parcours différent pour y arriver. L'essentiel, c'est qu'on se retrouve tous dans un cockpit. Et là, c'est la plus belle des choses. Puisqu'il y a un esprit de solidarité qui est quand même assez fort. Quand vous passez les cadets Air France avec des gens qui veulent passer les cadets Air France, vous avez un esprit de compète, c'est normal puisqu'il faut rentrer. Mais par contre, c'est vrai que quand on écoute les personnes, on a vraiment un esprit de famille puisque c'est une formation, c'est un métier qui est très dur d'accès. On va souvent trop idéaliser le métier, ça c'est sûr, on va pas se mentir. Mais il n'est pas facile d'accès, c'est sûr, quand on n'y connaît rien, c'est horrible de savoir comment y aller parce que bah voilà, si on n'y connaît rien, comment on sait par où passer? Parce que c'est pas une fac, c'est pas quelque chose comme ça, c'est très spécifique comme formation, c'est une formation professionnelle qui accède à un métier et qui n'est pas très répandu. Donc du coup, c'est chaud d'y accéder, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, que j'en profite pour partager de mon expérience avec vous. Donc voilà, si je peux vous donner des petits conseils, et on finira cette vidéo comme ça, c'est ne jamais lâcher votre motivation, jamais lâcher. Si vous êtes vraiment passionné d'aviation, si vous ne voulez faire que ça, vous n'avez pas votre place au sol, mais vous, pour être heureux, il vous faut être en l'air, lâchez jamais. Un conseil, vous aurez des profs qui vont vous dire vous n'avez pas d'assez bonne note en maths, ce qui était mon cas, on va pas se mentir, pour y arriver, que vous aurez d'autres personnes qui vous diront que vous n'avez pas le profil, d'autres personnes qui vous diront que voilà, souvent c'est des personnes qui n'y connaissent rien. Rapprochez-vous de votre instructeur qui vous aidera souvent, si vous avez la chance de connaître des gens dans le milieu. N'écoutez pas des personnes qui n'ont pas de recul aéronautique et qui n'ont rien, qui ne connaissent rien. N'écoutez pas les gens qui ont juste des idées reçues de se dire qu'il faut être très bon en maths. Ça sert à rien. Les gens, les profs, la plupart du temps, ils ne connaissent pas l'aviation. Donc du coup, ils ne peuvent pas juger de... Alors, je termine face caméra. Je suis désolé. Donc là, vous allez voir la différence, il n'y a plus de micro. C'est un peu moins stable, je suis en caméra avant. Parce que mon téléphone s'est coupé à environ 40 minutes d'enregistrement. Donc ça a coupé la partie où je vous donnais mes tips plutôt pour la motivation. Mais ça va, j'avais dit grosso modo ce que je voulais. Gardez la motivation, c'est un super métier. Imaginez-vous dans l'avion de vos rêves, imaginez-vous aux commandes de votre avion, imaginez-vous pilote de ligne. Gardez ça en tête, continuez d'avancer et il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix qui vous mèneront à un avion et à partir du moment où vous serez derrière les commandes d'un avion, dans un cockpit, à être rémunéré, c'est que vous aurez réussi. Donc ce que je dis, c'est n'hésitez pas à me faire part de vos idées pour les prochaines vidéos, de me dire ce qui n'a pas été, parce que il y a plein de choses à mon avis que j'ai dû rater, voilà, normal. Donc voilà, et j'espère que ça vous a plu, donc à plus.